Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue dans ce numéro du grand dialogue échéance électorale de 2019. Quelle analyse des nouvelles dates proposées? Le ministère de l'administration territoriale la semaine dernière a fixé les nouvelles dates des échéances électorales pour 2019. Si l'opposition a qualifié cette annonce d'un non-événement, certains observateurs, quant à eux, pensent que ce calendrier est difficilement respectable. Que dire des nouvelles dates proposées? Sont-elles tenables dans le contexte actuel au Mali? Nos invités sont Ibrahima Sango, il est du pôle d'observation citoyenne du Mali, POSIM. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mohamed Aïdara est sociologue, enseignant-chercheur à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Bonsoir. Bonsoir. Et le troisième invité nous prendra sûrement en cours de chemin, Boubacar Bokoum, il est politologue et je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. En 2019, les élections législatives sont prévues pour le mois de mai. Les sénatoriales se tiendront en juillet et les élections locales en novembre 2019. Un référendum sur la création du Sénat est aussi annoncé pour le mois de mars. Alors nous allons écouter Ibrahima Kirou Maïga. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale a annoncé qu'après l'élection présidentielle, le gouvernement doit s'orienter vers d'autres objectifs. Il s'agit notamment des réformes politiques, institutionnelles et administratives. Selon certains leaders du Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, ces dates sont des effets d'annonce. Pour cette coalition de l'opposition dirigée par Soumaïla Cissé, seul le Conseil des ministres est habilité à fixer les échéances électorales et convoquer le collège électoral, ce qui n'a pas été le cas, estime-t-elle. Keble Dramé, membre du FSD. Comment voulez-vous parler d'élections sénatoriales alors qu'il n'y a pas de Sénat? Je crois que ce gouvernement s'amuse et il n'a pas le droit de jouer avec le Mali et les Maliens. C'est des propos à l'emporte-pièce pour distraire les Maliens. Ce gouvernement doit d'abord s'engager dans un dialogue politique avec les forces politiques du pays. Quant à la coalition de forces patriotiques COFOP, une branche de l'opposition, les autorités doivent améliorer la gouvernance, lutter contre la corruption et le népotisme avant d'entamer d'autres réformes plus complexes. Moussa Sinko Koulibaly, membre de la coalition de forces patriotiques. Et les problèmes du Mali aujourd'hui, je pense que c'est un problème de gouvernance. Il faut essayer d'améliorer la gouvernance. À partir de là, les réformes institutionnelles se feront dans un climat apaisé, dans un climat de dialogue et d'entente. Pour la majorité présidentielle, ces réformes sont nécessaires pour surtout celles relatives à la création du Sénat. Toutefois, certains leaders des partis politiques, membres de la majorité présidentielle, dénoncent eux aussi le manque de concertation de la classe politique autour de ces nouvelles échéances électorales. Mamedi Sidibé, membre de la majorité. On veut une bonne gouvernance. La bonne gouvernance veut qu'on mette des structures qui puissent amener vers une meilleure qualification de notre démocratie. Les gens voient en termes d'argent, ce n'est pas l'argent seulement. Peuvent être des forces même de proposition pour créer de nouvelles richesses. Je ne suis pas d'accord avec les dates prévues, mais le schéma proposé est bon. Il faut d'abord aller vers les réformes constitutionnelles parce qu'on a une constitution rigide aujourd'hui qui n'est pas adaptée à la situation actuelle du pays. Il faut rappeler que la tentative de révision de la Constitution avait mobilisé une grande contestation en 2017. Ibrahima Sango, quelle est votre lecture de ces nouvelles échéances proposées par le ministère en charge de l'administration territoriale? Merci beaucoup. Bonsoir à tous les auditeurs et puis à toutes les auditrices de Studio Tamani. Nous pensons que c'est un remake. C'est-à-dire qu'en 2017 déjà on avait programmé le référendum et ça n'a pas pu avoir lieu. Et maintenant on reprogramme encore pour mars 2019, pour l'année prochaine. La première impression, c'est que 2019 sera une année électorale parce que le référendum est prévu pour mars 2019, les élections législatives pour mai 2019, les élections sénatoriales pour juillet 2019 et les élections locales pour novembre 2019. Je crois que le Mali, le gouvernement est engagé à travers ces réformes à respecter un peu l'esprit de l'accord d'Alger, l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger qui a été signé le 15 mai et puis la deuxième signature a eu lieu en juin 2015. Donc de 2015 à aujourd'hui,
on n'a pas pu mettre en œuvre les dispositions qui sont contenues dans l'accord d'Alger. Donc c'est ces dispositions qui appellent le référendum, parce qu'on parle des questions politiques et institutionnelles, qu'il faut revoir les questions politiques et institutionnelles. Et là dans ces questions politiques et institutionnelles, il y a aussi la révision de la Constitution. Donc c'est pourquoi on parle de référendum en mars 2019. Parce que pour amener une deuxième chambre au niveau du Parlement, qui est une deuxième chambre, parce que le Parlement sera deux, il y aura l'Assemblée nationale des députés et puis il y aura un Parlement, un Sénat. Donc le Sénat et l'Assemblée nationale vont former un Parlement unique. Donc c'est dans ce cadre que le référendum doit être fait. Mais nous pensons qu'on ne doit pas seulement se limiter à l'accord d'Alger. Tous les acteurs politiques sont d'accord que la Constitution de 1992 mérite d'être relue. Si je prends un seul exemple, c'est par exemple l'écart qu'il y a entre les deux tours de la présidentielle. Quand les deux candidats arrivent finalistes pour le deuxième tour de la présidentielle, ils ne disposent que de 24 heures ou bien de 48 heures pour battre campagne. Donc là, c'est une disposition constitutionnelle qu'il faut relire. Il y a aussi une autre disposition constitutionnelle qui n'est pas favorable, qui est par exemple la régulation des médias. Il y a le comité d'égal accès aux médias d'État qui existe, qui tire son origine de la Constitution du Mali. Il y a aussi la haute autorité de la communication qui est là, mais donc c'est deux organes qui sont là, qui font la régulation des médias et qui n'ont pas de plein pouvoir. Donc il y a beaucoup de dispositions de la Constitution qui méritent d'être relues, pas seulement à cause de l'accord d'Alger, mais aussi à cause de certaines dispositions parce que la Constitution, depuis 1992, on est en 2018, il y a beaucoup d'évolutions, il faut que ça soit relu. C'est un calendrier pour nous qui est risqué, mais qui est tenable. Parce que même les élections législatives étaient prévues pour 2018, on a renvoyé en 2019 pour que là, tous les partis politiques étaient prêts pour aller aux élections législatives. Donc, nous pensons qu'il faut aller à ces élections pour asseoir vraiment la démocratie en République du Mali. Mohamed Aïdra, est-ce que vous partagez cette lecture ou des choses à ajouter? Merci, M. Sullivan. Mes salutations aux auditeurs et auditrices. Bien, je partage certaines positions, mais d'autres non. Par exemple, on sait que quand même l'année 2019 sera une année électorale, d'accord. Maintenant, si tout le monde est d'accord que les élections législatives doivent se tenir, quant au sénatorial, on sait la fois dernière combien de remue-ménages alors ça a provoqué. Alors donc, on conçoit peut-être que le peuple malien a entre-temps changé d'avis et que peut-être qu'ils seront d'accord avec les élections sénatoriales, qu'il y ait une deuxième chambre, c'est-à-dire qu'on passe du monocamérisme au bicamérisme et que notre démocratie fonctionne. Peut-être que ça sous-entend, mais rien n'est sûr pour le moment. On ne sait pas si le peuple est toujours disposé à accepter quand même qu'il y ait un changement. Et le référendum également, c'est un problème qui se pose. Alors donc, est-ce qu'on sera d'accord qu'il y ait ce référendum pour le changement de la Constitution, bien que la nécessité existe, parce qu'on sait quand même que la démocratie malienne a évolué entre-temps, mais la Constitution, c'est un type de Constitution très très rigide. Alors donc, est-ce que le changement sera facile? Ça, c'est un point d'interrogation. Mais selon vous, quels sont les enjeux liés à ces échéances électorales de 2019? Les enjeux? Oui. Les enjeux, d'abord, c'est la stabilité du pays, comme monsieur Sango vient de le dire. Alors, donc, on sait que c'est dans l'esprit des accords d'Alger, de l'accord d'Alger. Donc, pour qu'il y ait quand même une stabilité et qu'il y ait quand même une certaine maturité de la démocratie malienne et de la classe politique malienne dans son entièreté. Parce que on ne peut pas rester figé. La société évolue en même temps. Alors donc, il faut quand même que les dispositions législatives et réglementaires également évoluent en fonction de l'évolution et s'adaptent alors donc à la réalité sociale et sociologique qui existe ici au Mali. Okay. Ibrahim Sango, mais que dit la loi par rapport à la fixation des dates des élections? Est-ce que c'est conforme dans le cas-ci? Non, je pense que le ministère est dans son rôle, parce que le ministère de l'administration territoriale est chargé dans l'architecture gouvernementale de programmer les élections, de proposer des dates. Aujourd'hui, on n'a pas de dates fixes parce que les dates n'ont pas été communiquées lors du Conseil des ministres, mais c'est des propositions de dates qui sont là, qui vont évidemment remonter au niveau du Conseil des ministres. Mais ce que un auditeur a dit, un intervenant a dit pendant ce débat, c'est que
Nous pensons qu'il faut encore plus de dialogue. Le dialogue politique doit s'insérer. Il faut un dialogue politique inclusif avec toutes les parties prenantes. Non seulement avec les partis politiques pour qu'ils puissent adhérer aux dates et puis se préparer en conséquence, mais aussi avec les organisations de la société civile et aussi les partenaires techniques et financiers qui aident le Mali. Sinon, le ministère est dans son rôle de proposer des dates. Avant que ça ne monte au niveau du Conseil des ministres, c'est le ministère qui propose des dates pour dire, bon, on fait un chronogramme de déroulement des élections et puis on veut communiquer. Mais nous pensons qu'il faut encore beaucoup plus communiquer. Parce que mars 2019, c'est déjà arrivé. Quand on veut aller à un référendum, il faut que déjà le texte de base qui va servir pour aller au référendum soit connu de tous, soit connu, partagé et accepté de tous. Parce qu'en 2017, le référendum n'a pas avorté parce que tout le monde n'a pas adhéré. Donc il y a un véritable travail de sensibilisation, d'information, un travail de vulgarisation d'abord du texte de base. Il faut beaucoup vulgariser le texte de base, pas seulement en français, mais dans toutes les langues nationales du Mali, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est dans le texte du référendum. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, il y a eu le rejet du référendum, il y avait beaucoup de choses positives dans le texte. Mais c'est le côté négatif qui a prédominé parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication, beaucoup de vulgarisation et beaucoup de sensibilisation. Nous pensons que les échéances sont fixées. Référendum d'abord, parce que c'est dans le référendum qu'on va dire, qu'on va insérer la création d'une deuxième chambre à travers le Sénat. Et là, il faut que ce qui est dans le texte du référendum, cette nouvelle mouture de la Constitution soit connue, vulgarisée et partagée par tout le monde pour qu'on puisse adhérer. Je pense que s'il y a un travail de communication efficace autour de cette réforme, on pourra aller facilement aux élections en 2019. Mais est-ce que, comment dirais-je, le référendum, s'il y avait un autre rejet du référendum, qu'est-ce qui est prévisible dans ce cadre? Là, c'est un problème. C'est un problème. Et je pense que les différentes concertations, on a sorti tout de suite des concertations régionales par rapport au découpage territorial. Il y a eu des concertations dans toutes les régions. Nous, on a pu suivre ces différentes concertations. Il y a des attentes quand même des populations. Il y a des régions. Si vous prenez, par exemple, l'élection présidentielle de 2018, l'élection présidentielle s'est passée sur la base des 49 cercles du Mali et des 6 communes du district de Bamako. Ça veut dire que le découpage administratif qui a été fait après 2012, en créant les cercles de Ménaka, les cercles de Taoudeni, le découpage administratif n'a pas été suivi par le découpage électoral. Donc les régions de Ménaka et de Taoudeni ont toujours voté comme s'ils étaient des démembrements de Gao ou bien des démembrements de Tombouctou. Donc ça, c'était une insuffisance qu'on a constatée. Maintenant, avec la création des nouvelles régions, et la création de nouveaux cercles, il faut des découpages. Et quand il y a des découpages, les populations de ces différents cercles, nouveaux cercles, s'attendent à être élues aussi au niveau de l'Assemblée nationale comme députés et tout. Donc ça, c'est des attentes fortes des populations. Et je pense que c'est à travers un dialogue, nous insistons toujours là-dessus, c'est à travers un dialogue politique inclusif et fécond qu'on pourra surmonter tout, parce que finalement, il faut mettre le Mali au-dessus de tout. Mais selon vous, en dehors de la stabilité, est-ce qu'il y a d'autres enjeux quand même pour ces échéances de 2019? Bon, les enjeux sont nombreux. Et les enjeux, c'est d'abord respecter l'esprit de l'accord d'Alger. Ça, c'est un enjeu de taille. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la MINUSMA est là au Mali. La MINUSMA est là pour la stabilisation du Mali. Et une des missions de la MINUSMA, c'est de pouvoir aboutir à une paix durable en République du Mali. Et la paix durable en République du Mali, c'est d'abord l'accord d'Alger qui a été signé entre les parties maliennes et puis des observateurs étrangers, avec l'Algérie, avec toute la communauté internationale. Donc la communauté internationale aussi veut que le Mali respecte ses engagements. Parce que quand on signe des accords, c'est qu'on s'engage, il faut qu'on puisse les respecter. Donc l'enjeu de taille, c'est d'abord le respect de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger qui a été signé au Mali en mai, en juin 2015. Ça, c'est un enjeu de taille. L'autre enjeu, c'est par rapport même aux populations. Avec le nouveau découpage, des populations s'entendent à avoir des élus dans les différentes chambres par rapport à l'Assemblée nationale, par rapport au Sénat. Et aussi, l'enjeu pour les élections sénatoriales, c'est qu'il y aura des élections, il y aura des sénateurs qui sont désignés, mais aussi il y aura des notabilités traditionnelles et religieuses qui pourront siéger au niveau du Sénat. Et donc, ces notabilités traditionnelles et religieuses qui n'ont jamais eu une grande part dans l'exécution des décisions de ce pays vont aussi avoir un mot à dire. Donc ça, c'est des enjeux. Au niveau des populations même, les gens s'attendent à ce qu'il y ait des changements.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour sur ce plateau avec nos invités Ibrahima Sango du pôle d'observation citoyenne du Mali POSIM, Mohamed Aïdara, sociologue, enseignant-chercheur à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, et le troisième invité, Boubacar Bokoum, politologue, n'est toujours pas sur ce plateau. Alors, Monsieur Aïdara, pour l'opposition, c'est un non-événement. Qu'est-ce que cela peut impliquer? Merci, M. Sidibé. Ça, c'est préoccupant parce que ici, dans la société malienne, il y a quand même une certaine polarisation de l'ensemble des forces. Ce n'est pas qu'au niveau de la société politique seulement, mais également au niveau de la société civile, à tous les niveaux du Mali, on remarque quand même une certaine polarisation de la société. Et cette polarisation, il va falloir quand même passer par les processus de négociation et de dialogue. Parce que on ne peut pas comprendre qu'il y ait un processus politique important, alors donc auquel ne prend pas quand même l'opposition, ne prend pas part l'opposition. Ça veut dire que cette opposition est toujours dans la logique de boycott. Alors donc comment faire pour impliquer, M. Sango l'a dit, c'est-à-dire ouvrir un dialogue inclusif alors donc à l'ensemble des forces politiques et forces sociales du Mali pour que tout le monde puisse quand même s'intéresser à la chose et en faire alors donc sa chose, c'est-à-dire s'intéresser et comprendre que quand même le processus politique, ce n'est pas seulement la majorité ou bien un tel leader politique, mais quand même c'est pour l'ensemble du pays. Alors donc, lorsque on parviendra à ouvrir ce dialogue inclusif, je pense que ça peut donner des résultats positifs. Sinon, sur cette lancée, on est dans le droit de se poser beaucoup de questions. Okay. Ibrahima Sango, quelles sont les implications de cette position quand même de l'opposition qui dit que c'est un non-événement? Bon, l'opposition, depuis le lendemain de l'élection présidentielle, je pense que l'opposition est dans une position de boycott de tout ce qui est en cours. Déjà avec les concertations régionales qui se sont déroulées du 13 au 17 novembre, l'opposition a carrément dit de boycotter. Donc tous les représentants de l'opposition dans les différentes régions n'ont pas participé. Et ce n'est pas une opposition, de faible classe, mais quand des partis comme l'URD, des partis comme le SNID, comme beaucoup d'autres grands partis disent de boycotter, c'est quand même inquiétant pour l'avenir de notre pays. Donc nous insistons toujours sur le fait qu'il faut un dialogue politique inclusif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta est le président de la République, il est le président de tous les Maliens, il n'est ni du RPM, ni de l'opposition de la majorité, donc il doit pouvoir faire asseoir tous les fils du pays autour d'une même table pour parler. Donc il ne faut pas qu'il reste quand même le gouvernement faire des grandes réformes, conduire les grandes réformes sans une partie importante, une frange importante des partis politiques maliens. Parce que c'est ce qui est dangereux. Quand il n'y a pas d'appropriation, il y aura toujours un blocage à un moment ou à un autre. Donc on pense que même avant les élections de 2019, il faut que le président de la République puisse faire asseoir tous les fils du pays pour leur parler et puis pour qu'on puisse sortir de cette bipolarisation. Parce que à la longue, c'est vraiment dangereux pour le pays. Bien, que pensez-vous de ces manifestations du vendredi dernier? Est-ce qu'ils ne seront pas de nature quand même à jeter de l'huile sur le feu? Bon, je pense qu'avec la polarisation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la crispation. D'un côté, il y a ceux qui se disent derrière le gouvernement, qui encouragent le gouvernement, mais de l'autre côté, ceux qui ne sont pas derrière le gouvernement. Bon, tout le monde a sa raison. Mais nous pensons que la crise n'est pas de nature à gérer les questions essentielles de la République du Mali. Même quand on voit le Nord qui a pris les armes, après ils se sont assis autour de la table, d'abord à Ouagadougou et puis après en Alger pour discuter. Donc la finalité, c'est toujours s'asseoir et discuter. Et nous pensons que le gouvernement ne doit pas faire cette politique de muscle pour dire que j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va développer notre pays. Nous pensons qu'il faut un dialogue politique inclusif, que tout le monde s'assoie, qu'on parle
Au demeurant même, certains partis politiques ont lancé l'idée du gouvernement d'union nationale pour dépasser ce cap. Nous pensons que cela peut être une solution, une voie de sortie pour que tous les Maliens s'engagent pour rentrer avec la même porte, pour regarder dans la même direction. Alors, Mohamed Aïdara, donc la manifestation de l'opposition un vendredi dernier a été vraiment matée et d'autres actions sont prévues. Alors, est-ce qu'elles ne seront pas de nature quand même à durcir quand même le ton face à la situation? Oui, je pense que ce n'est pas une bonne politique de mater les marchés et autres. Parce que la polarisation dont j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est que les deux partis adoptent deux stratégies différentes. La partie gouvernementale opte pour l'usure, c'est-à-dire à un moment donné, ces gens-là vont se fatiguer. La partie de l'opposition joue sur, comment on appelle, la longue durée. Nous allons perturber l'action gouvernementale. Alors donc, dans cette logique, je pense qu'il est très difficile de continuer à gouverner et de faire comme si de rien n'était. Je pense qu'à un certain moment donné, il va falloir quand même ouvrir ce dialogue entre les deux protagonistes, c'est-à-dire pour qu'ils se comprennent. Il y a opposition, d'accord. Une démocratie ne peut pas marcher sans opposition parce que c'est l'opposition qui sert de contre-pouvoir. Et de l'autre côté, le gouvernement également ne peut pas marcher sans oppositions parce que tout simplement ça va ouvrir le chemin à des dérives. Alors donc l'existence des deux forces est nécessaire à une démocratie quand même plurielle et à une démocratie mûre. Maintenant, comment réconcilier les gens donc, dans un Mali post-électoral, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Cette élection qui est à l'origine de tout ça, je pense que là, les autorités doivent en tirer des conséquences. Mais revenons-en quand même à ces échéances électorales. On a entendu dans l'élément qu'on vient juste de diffuser un député de la majorité qui craint que ces nouvelles dates ne soient tenables. Est-ce que nous allons vers un divorce entre le parti au pouvoir et le gouvernement en place? Je ne pense pas. Je pense que peut-être qu'à un certain moment, certaines dates sont tenables. Mais là où je me pose beaucoup de questions, ça c'est la question concernant les référendums et la création du Sénat. Parce que ça a été l'objet d'un rejet virulent de la société. Mais on ne sait pas, parce qu'une société, ça mûrit. Et on ne sait pas si les autorités ont entre-temps quand même rapproché les gens dans la société pour leur faire comprendre de quoi il s'agit en réalité, parce que il y a eu beaucoup d'informations et de désinformations autour des processus de référendum. Alors donc on ne sait pas trop, mais quand même ce référendum, j'ai beaucoup de questions et d'autres dates également, puisqu'il y a des dates qui sont séparées de 2 mois seulement. Est-ce que ça ne va pas jouer sur l'affluence? Parce que du point de vue sociologique, on voit quand même que lorsque les élections se rapprochent trop, alors donc les gens s'usent. Là, il y a ce problème de légitimité que ça va soulever obligatoirement. Mais selon vous, quelles peuvent être les alternatives? Alors, les alternatives, c'est difficile parce que nous sommes dans 2 logiques différentes. La logique gouvernementale qui veut quand même respecter alors donc, les injonctions des accords d'Alger et la logique du temps réel. C'est-à-dire, est-ce que dans si peu de temps, on peut organiser alors donc, autant d'élections? L'alternative, je pense qu'on peut faire les élections législatives et maintenant voir si le peuple a pour le moment changé, alors donc procéder au référendum. Et maintenant on peut voir si les autres dates peuvent convenir ou pas. Alors Ibrahim Sango, est-ce que vous avez d'autres alternatives dans ce cadre-là? Bon, nous, on suit, en tant qu'organisation de la société civile, on est là pour appuyer l'État pour que le Mali se porte mieux. Nous, c'est notre souhait le plus ardent. Nous pensons que des dates peuvent tenir, mais à condition. Parce qu'il y a beaucoup de conditions. Quand vous voyez, avec le référendum, c'est la constitution entière qui sera relue. Donc, ce texte qui sera relu, il faut que tout le monde puisse s'approprier ce texte avant
le référendum. Et pour les élections législatives et les élections locales, c'est des élections de proximité qui mobilisent assez. Bon, les sénatoriales, c'est pas trop, mais les élections législatives et les élections locales, parce que les élections locales, c'est l'élection du président du Conseil des cercles, qui sera le président du Conseil des cercles. Bon, ça aussi, ça mobilise. Nous pensons que ça peut se tenir à condition qu'il y ait un dialogue politique inclusif. Nous revenons là-dessus, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la situation politique du Mali, il y a l'opposition et le gouvernement qui ne parlent pas du tout le même langage. Et l'opposition, comme on l'a dit, est dans cette optique de boycott systématique. Déjà, la loi qui va prolonger le mandat des députés jusqu'à juin 2019, l'opposition a dit qu'elle ne votera pas cette loi et ne sera pas présente. Alors que le consensus, quand même, quand on prend les accords internationaux, les traités internationaux auxquels le Mali est soumis, et je prends par exemple le protocole additionnel de la CEDEAO, quand il n'y a pas de consensus autour d'une question politique majeure, donc difficilement ça va passer. Ça va pas passer. Donc imaginez que même cette prolongation du mandat des députés, que si l'opposition refuse de voter ça à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus. Et s'il n'y a pas de consensus, ils peuvent attaquer devant la Cour de la CEDEAO, ça va être un autre problème. Donc tout le calendrier électoral pour 2019 va tomber à l'eau. Donc on est à un moment où le Mali est vraiment en crise, une crise politique profonde. Et là, encore une fois, il faut un dialogue politique inclusif. Il ne faut pas que le gouvernement se dise j'ai les muscles, je fais ce que je veux. Et il faut dialoguer avec les dirigeants les leaders de l'opposition, et puis pour qu'on puisse avoir la sérénité dans notre pays. Et pourtant, le Mali, il est venu de loin. On ne donnait pas cher la peau quand même du gouvernement avant les élections présidentielles. Mais toutes les parties semblent quand même d'accord sur le bien fondé d'une révision constitutionnelle. Comment trouver le juste milieu? Le juste milieu, c'est ça. En fait, je ne suis pas tellement d'accord quand on dit le Mali vient de loin, on a réussi l'élection présidentielle. Parce que depuis 2013, le gouvernement qui a été mis en place savait qu'en 2018, il y allait avoir élection. Donc il fallait se positionner tôt pour préparer l'élection présidentielle et puis les élections législatives. On a vu la crise politique, la crise post-politique, la crise politique même due aux élections. Ça n'a pas commencé en 2018, tout récemment. C'est depuis 2016, avec les élections communales de 2016, où l'opposition quand même a relevé un certain nombre de griefs par rapport à l'organisation et au déroulement des élections communales. Et n'eût été la peur pour l'opposition de leurs militants à la base, ils n'allaient pas participer aux élections communales de 2016. Mais ils ont participé. Et puis en 2018, il y a eu cette crise politique qui est apparue après l'élection présidentielle. Mais tout cela, ce n'est pas insurmontable. Quand on prend l'exemple du Nord, la CEMA, la plateforme, des gens qui ont tué des militaires, qui ont égorgé des enfants, qui ont fait toutes sortes d'horreurs, le gouvernement est arrivé à s'asseoir avec eux, dialoguer pour avoir une porte de sortie. Mais pourquoi l'opposition politique qui est là, ici, à Bamako, les leaders de l'opposition ne peuvent pas s'asseoir avec eux, dialoguer pour trouver des solutions pour notre Mali? Parce qu'il faut mettre le Mali au-dessus de tout. Ce n'est pas le Mali de quelqu'un, ce n'est pas le Mali de l'opposition ou bien de la majorité, c'est le Mali de tout le monde. Et le président de la République doit faire ce geste pour s'asseoir avec tout le monde, dialoguer avec tout le monde pour chercher des solutions. Parce que tout le monde est malien. Okay. Alors, Mohamed Aïdara, comment trouver le juste milieu? Comment trouver le juste milieu? Il faut quand même ouvrir le dialogue. Et que l'opposition également, aussi bien que la partie gouvernementale, accepte quand même de se mettre à table, sans condition. Parce que les gens, si vous mettez des conditions, il y aura toujours des refus. Sans condition d'abord, vous allez vous mettre à table, et dans la discussion, alors donc on va trouver ce qui ne va pas. Les gens vont se retrouver et vont sauver l'essentiel qui est le Mali. La logique de boycott ne sert à rien, parce que quand vous êtes parti politique et vous continuez à boycotter, à un moment donné, vous allez mourir. Les militants vont vous quitter. La solution musclée également ne donne pas, parce que quand vous faites sortir vos muscles, soi-disant que vous avez le pouvoir, là vous allez envenimer les choses. Moi je pense que d'abord il faut se retrouver autour d'une table sans conditionnalité aucune, et maintenant dans la discussion va jaillir la lumière. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani. Je vous rappelle que vous suivez ce grand dialogue sur les échéances électorales de 2019.
Quelle analyse des nouvelles dates proposées avec nos invités? Ibrahima Sango du pôle d'observation citoyenne du Mali POSIM, Boubacar Bokoum, politologue, Mohamed Aïdara est sociologue, enseignant-chercheur à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Alors, Monsieur Haïdara, on en vient aux propositions de pistes de solutions. Selon vous, quelles peuvent être les pistes de solutions quand même pour une sortie honorable de cette situation? Bien, les solutions, je pense, elles sont faciles dès lors que les gens acceptent de se parler entre eux. Lorsque les gens acceptent de se parler entre eux, alors donc vous allez pouvoir relever les griefs de part et d'autre et maintenant rapprocher les tendances. Parce qu'il n'y a pas de crise insurmontable. Dans le cas du Mali, je pense qu'il s'agit des griefs autour des élections. Ça veut dire des griefs post-électoraux. Maintenant, la classe, aussi bien la classe politique que la société civile peuvent se réunir et trouver quand même un consensus alors donc autour des élections qui permettront donc à la nation malienne d'organiser des élections. Alors donc, non pas privé de griefs parce qu'il n'y a pas d'élection quand même sans griefs. On le voit même dans les démocraties les plus mûres, comme aux États-Unis et dans les pays occidentaux, mais quand même qu'il y ait moins de griefs et qu'il y ait moins de polarisation de la société après donc, les élections. Alors, la technique nous signale la présence de Boubacar Bokoum, le politologue, au téléphone. Boubacar, bonsoir. Bonsoir. Comme je l'ai dit, vous prenez le train en marche. Donc, nous sommes dans le cadre de ce grand dialogue sur les échéances électorales de 2019. Donc, on en est arrivé à la partie piste de solution. Quelles peuvent être, selon vous, les pistes de solution pour une sortie quand même de cette situation? Moi, je pense qu'en réalité, il faut juste que le gouvernement engage une bonne communication et que les gens puissent se parler et que de commun accord, on puisse trouver les moments adéquats pour aller aux différentes élections. En tout état de cause, l'élection aujourd'hui des députés, il y a un aspect qui a été occulté, c'est les élections régionales. On n'en parle pas dans le projet que j'ai vu. Donc ça veut dire qu'au niveau du schéma institutionnel même qui est demandé dans l'accord, il n'y a pas eu un travail sérieux mis en place par l'État malien pour savoir dans quelle direction nous sommes en train de partir et quelle est la structure que nous sommes en train de mettre en place. Aujourd'hui, en termes de réforme institutionnelle, c'est quel genre d'État que nous voulons? Dans le contexte de la décentralisation, conformément à l'article 6, vous comprendrez aisément que le président de la région est élu au suffrage universel direct. Et on n'en parle pas. Donc, quel est le chemin vers lequel nous sommes en train de partir aujourd'hui? Donc, il y a une difficulté énorme dans laquelle, aujourd'hui, toute la classe politique doit s'asseoir et dessiner, sinon redessiner, une architecture institutionnelle qui va pouvoir intéresser toutes les parties prenantes. Okay. Mais en tout début quand même du débat, on a voulu avoir la lecture quand même des uns et des autres par rapport aux différentes propositions. Selon vous, est-ce que ces dates proposées-là sont tenables? Quelle est votre lecture? Tenable pour le gouvernement, oui, ils vont faire un passage en force. De toutes les façons, en face, l'opposition ne propose pas autre chose. Il n'y a pas un débat constructif à la clé qui permette de dire que c'est tenable ou ce n'est pas tenable. L'État a la pression aujourd'hui qu'on intime à l'État d'aller vite à l'application de l'accord. Et ça fait partie des éléments sur lesquels, effectivement, l'État doit aller très vite. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'ils vont faire du forcing. Quand vous regardez les concertations, on envoie des gens dans les concertations qui ne comprennent même pas c'est quoi les enjeux, qui ne connaissent pas les textes. Donc, rassurez-vous qu'il y aura un passage en force, ça va aller, mais bon, avec les séquelles qu'on va gérer après. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement a les moyens quand même de faire face à la situation actuelle? Quelle situation financière? Oui, les différentes propositions que le gouvernement lui-même il a faites. C'est pas des schémas de propositions qui sont bien structurés. C'est un fourre-tout. C'est pas bien articulé. Le travail technique n'a pas été bien fait. Les experts n'ont pas été consultés. Ça, c'est un truc qui est fait dans les bureaux. Donc, c'est appelé à l'échec, ça c'est sûr. Ok. Alors, Ibrahima Sango, est-ce que, selon vous, le gouvernement a les moyens quand même de sa politique?
Bon, si le gouvernement dit qu'il va faire, on suppose qu'il a tous les moyens, on le suppose. Mais encore une fois, ce qu'on dit à presque la même chose, hein, il faut beaucoup de communication autour de toutes ces réformes qu'on veut engager. Déjà, nous, par rapport aux concertations régionales qu'on a vues, il y a eu beaucoup d'insuffisances. Par exemple, toutes les communications lors des concertations régionales par les experts, les soi-disant experts, c'était en français. Vous partez par exemple à Mopti, vous vous mettez à parler français à tout le monde, à des populations qui ne comprennent pas français. Donc ça veut dire que les concepts ne sont pas assez maîtrisés. Il fallait prendre le temps de les traduire en Dogon, en Peul, en Bozo. Cela n'a pas été fait. Donc c'est des insuffisances qu'on a constatées. Et cela marque aussi le manque de communication. Parce que même pour les concertations régionales, c'est dans la salle que tout le monde a découvert vraiment les textes sur lesquels ils doivent discuter. C'est dans la salle qu'ils ont découvert ça. Il n'y a pas eu en amont, au niveau commune, au niveau cercle des concertations, sauf pour la région de Sikasso. Donc c'est des enjeux qui sont là. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de communication, il faut beaucoup de vulgarisation, il faut que tout le monde s'y mette. Non seulement, ce n'est pas l'affaire du gouvernement seulement, mais l'affaire des gouvernements, les partis politiques, et l'affaire aussi des organisations de la société civile, et pour que tout le monde puisse comprendre où on veut aller. Le référendum, c'est pour mars 2019, mais le texte du référendum est où ? Qui peut savoir ce qui est dans le texte pour qu'on puisse l'analyser, qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais tout cela ne peut se faire sans qu'il y ait beaucoup de communication, il faut l'implication de toutes les parties en un mot. Okay. Alors, Mohamed Aïdra, on a tantôt signalé un député de la majorité quand même qui se pose la question par rapport aux moyens du gouvernement. Alors, est-ce que selon vous, le gouvernement a les moyens quand même de faire face à la situation actuelle? Bon, on va leur donner le bénéfice du doute, mais quant à moi, je pense que ces élections vont quand même drainer trop de fonds. Et là, on se pose la question avec la crise économique mondiale actuelle, est-ce que il y aurait assez de fonds pour quand même organiser tout ça. La crise économique mondiale, on a parlé tantôt de tension au niveau du trésor national. Voilà, ça c'est une manière de bien dire les choses, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais quand même, élire, parce qu'on sait quand même qu'au niveau même de notre pays, il y a quand même trop de demandes et trop de dettes internes. Alors donc, est-ce qu'on peut organiser toutes ces élections? Et en plus, le Sénat, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est quand même le Sénat va avoir son budget également et ça va drainer des fonds assez substantiels. Alors donc on se pose la question et moi personnellement je pense que l'État doit faire tout pour réduire quand même ses dépenses et le train de vie de son personnel. Okay. Donc maintenant, au regard de tout ce qu'on vient de dire sur ce plateau, est-ce que selon vous, est-ce qu'il y a espoir pour une stabilisation quand même au Mali dans les mois à venir pour un climat favorable à ces élections de 2019? Bon, je suis de nature optimiste. Je pense que les Maliens, généralement, on peut se chamailler entre nous, mais généralement, on se retrouve à la fin. Et je pense qu'il y aurait une stabilisation. Parce que déjà, les gens sont épuisés de ces crises qui sont cycliques et qui sont répétitives et qui, finalement, menacent même l'existence du pays. Alors, donc, je pense qu'il y aurait assez de raisons pour que les gens puissent se retrouver et faire en sorte qu'il y ait quand même une certaine stabilité au Mali. Ibrahim Sango. Bon, on espère que tout le monde saura raison garder, parce que je répondais à une préoccupation du politologue quand il dit pour les élections régionales. Parce que jusqu'à présent, avec les discussions autour de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus les partis ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur le rôle du chef de l'exécutif régional. Parce que dans l'accord, on dit que le chef de l'exécutif régional qui est élu, c'est lui qui est le chef vraiment. Donc au lieu du gouverneur, c'est lui qui est le chef. Donc c'est ce terme qui n'a pas, jusqu'à présent, qui n'a pas été tranché entre les différents signataires. C'est pourquoi les élections régionales n'en parlent pas d'abord. Mais
pour aller aux élections, il faut d'abord qu'il y ait la paix entre toutes les composantes politiques. Aujourd'hui, le climat n'est pas serein. Et on craint qu'il y ait des débordements d'un jour à l'autre. On ne le souhaite pas. Mais on souhaite que le dialogue soit vraiment posé, qu'il y ait un dialogue politique fécond, inclusif, avec tout le monde, tous les fils du Mali, pour qu'on puisse relever les défis qui s'imposent à nous. Sinon, à ce train, on ne pense pas qu'on pourra arriver à organiser des élections paisibles en 2019. Boubacar Bokoum, faut-il craindre d'autres reports ou bien est-ce que vous avez des raisons sur lesquelles on peut fonder l'espoir sur une stabilisation quand même de notre pays pour les mois à venir, pour un climat favorable à ces élections? Non, j'avoue que je suis sceptique parce qu'on ne peut pas avoir de la stabilisation sur du mensonge. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait fallu que les Maliens se parlent franchement dans un cadre où c'est nous qui sommes les architectes de cette institution politique dont on parle. Quand j'ai écouté M. Sango tout à l'heure, si je ne m'abuse, quand il parle de la non-faisabilité des élections régionales, mais tout ça c'est une problématique qu'on doit prendre dans un package d'ensemble. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Si on veut la stabilité, il ne s'agit pas de dire que sans stabilité, on ne peut pas faire d'élections. Mais sans une justice sociale, sans un équilibre des différents éléments de notre société, et quand on va continuer encore à se mentir et à faire du colmatage, c'est quelque chose qui va nous rattraper. Donc il faut qu'on soit sérieux. On a traversé une crise déjà très très grave en 2012 où l'État était sur le point de disparaître. Maintenant, si on nous donne une opportunité, un cadre, parce qu'en fait, l'accord, ce n'est qu'un cadre dans lequel nous sommes appelés à mettre du contenu. Si nous sommes capables, nous sommes en train de tomber dans cette léthargie intellectuelle qui nous empêche encore de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur de ce cadre et quel est le mécanisme de fonctionnement qu'il faut mettre en place et mettre l'ensemble de la population d'accord sur les mécanismes que nous allons réfléchir et entretenir, là, je dis que nous avons un gros problème. Donc, vous ne pouvez pas parler de stabilité dès lors que vous n'avez pas parlé de l'économie, vous n'avez pas parlé de la politique, vous n'avez pas parlé de la justice. Donc, c'est tout un ensemble de paramètres qui sont en place que le gouvernement aujourd'hui, dans sa fuite en avant, n'est pas capable de mettre en place. Parce que même l'écoute, quand vous regardez les concertations régionales, mais qui est dans ces concertations? Vous ne pouvez pas prendre un canevas dans lequel vous introduisez aux gens une façon de faire, on caporalise les gens et ensuite on sort un résultat pour dire que c'est des concertations régionales. Je suis désolé, on n'appelle pas ça des concertations. Dans les concertations, on aurait dû laisser les gens le libre arbitre, le libre choix d'amener des idées sur lesquelles les uns et les autres vont se frotter et au sortir de ces différents éléments, il va y avoir des éléments où il y aura une certaine forme d'inclusivité. Mais à la date d'aujourd'hui, vous voyez très bien que les concertations ont été quelque chose de très encadré, avec des préfets à la clé, et alors que ça ne répond pas à la réalité de la demande. Donc il faut tenir compte de la demande de la population, la demande économique, la demande de la sécurité. Il y a plein de demandes à l'intérieur qui ne sont pas prises en compte par le mécanisme. Donc qu'on arrête de dire qu'on ne peut pas faire des élections. Non, les élections sont des choses qu'on doit faire à tout prix pour stabiliser. Parce que ces élections résolvent un certain nombre de problèmes. Le déséquilibre interne qu'il y a, localement, le développement local qui n'a pas à la clé, cette mauvaise gouvernance de l'État dans la redistribution de la richesse, dans la redistribution de la justice, pose un énorme problème. Donc si nous n'avons pas en face de nous un mécanisme qui nous permet de dire que nous avons un État sérieux en face, un État qui prenne en compte les prérogatives ou les inquiétudes de la population, j'avoue qu'on ne peut pas encore parler de stabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez mettre un mécanisme en place qui va échouer sous peu. Okay. Alors, merci beaucoup à nos téléspectateurs, merci également à nos auditeurs. Échéance électorale de 2019, quelle analyse des nouvelles dates proposées? Tel était le thème de ce grand dialogue. Nous disons merci à Ibrahima Sango du pôle d'observation citoyenne du Mali POSIM. Merci à vous, Boubacar Bokoum, politologue, vous étiez au téléphone. Mohamed Aïdara, sociologue, enseignant-chercheur à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Merci. Alors nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par la rédaction de Studio Tamani.
Tamani est mise en onde par Salim Djouara. La régie vidéo était assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré a assuré la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.